Bonjour tout le monde. Présentement, 9 heures, la présentation va débuter. On va laisser un peu de temps aux gens de s'inscrire. Fait qu'on devrait débuter très rapidement. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on va patienter encore un petit peu. On va laisser le temps aux gens de s'inscrire. Ça devrait débuter là, incessamment. Je pense qu'on va débuter maintenant. On m'avait donné comme directive de débuter à 9h02. Il est 9h02. On va débuter. Donc, merci tout le monde de vous être inscrit à notre présentation. À noter que la présentation est enregistrée, donc elle sera disponible. On pourra vous l'envoyer par la suite. En ce moment, les micros de vous tous sont fermés. On va garder la période de questions pour la fin. Si vous avez des questions, si la question vous vient pendant la présentation, vous voulez être certain de ne pas l'oublier, vous pouvez la mettre dans le chat. On pourra y revenir là, à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je me présente, Patrick Richer. Je suis le leader de la pratique, on dit End-User Computing en anglais. J'aime mieux la version anglophone parce qu'en français, c'est l'utilisateur final. Ça ne dit pas grand-chose dans ma tête à moi. Mais grosso modo, je suis responsable de livrer, dans le fond, bâtir l'offre de service de ETI pour tout ce qui touche l'utilisateur. Donc, les outils de collaboration des utilisateurs, comment on les encadre, comment on les supporte, comment on les gère. Comment on les gère en 2025, c'est rendu peut-être un peu plus complexe que ça l'était, donc c'est un peu ma responsabilité. J'ai avec moi des gens qui vont me supporter pendant la présentation. Donc, j'ai Bruno Raté qui est avec moi, qui est le côté un peu plus technique. Bruno, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Oui, donc Bruno Raté, architecte en environnement de travail moderne. J'occupe un double rôle chez ITI. Donc, je suis autant au niveau des préventes pour accompagner les directeurs de compte à bien cerner les besoins au niveau des clients et ensuite produire l'offre de service personnalisée pour le client en question. Et par la suite, je chapeaute également la livraison des projets techniques. Et Bruno, tu as quand même une bonne expérience justement dans tout ce qui touche notre sujet d'aujourd'hui. Tu as vécu des choses, tu as vu des belles choses, des moins belles choses, et tu es là aujourd'hui pour partager ton expérience. Exactement, Patrick. Ça Merci, Bruno. fait plus d'une quinzaine d'années que je suis au niveau des TI, dont je dirais au moins 5-6 dernières années au niveau des produits et même plus. J'ai commencé au niveau de Microsoft 365 là, dans les tout débuts, donc pour me spécialiser un petit peu plus sur la sécurité et les avenues comme ça. Donc, je suis très familier avec notre présentation d'aujourd'hui. Donc, ça fait 15 ans que tu fais ça. Donc, un peu comme moi, tu as commencé quand tu avais 10 ans. Là. On s'entend. Excellent. C'est bon. Non, mais c'est bon à savoir. Sylvie Marcotte qui est avec nous. Sylvie, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Oui, merci Patrick. Donc, plaisir de me joindre à l'équipe aujourd'hui pour cette présentation-là. Donc, Sylvie Marcotte, je suis chez ITI depuis maintenant 10 ans et je suis responsable du développement des affaires du côté placement de ressources chez ITI avec une concentration également là, du côté du secteur public. Donc, moi aussi, comme Bruno, en fait, je ne dirais pas le nombre d'années d'expérience en TI, mais j'ai vu passer pas mal de migrations aussi de mon côté. Donc, avec notre équipe en placement de ressources, on travaille là, sur différents dossiers aussi de migration. Excellent. C'est ça. En fait, c'est le point que j'allais commenter. Là. Je ne vais pas te voler ton punch de ta présentation plus tard, mais effectivement, tu nous disais dernièrement que beaucoup de mandats pour le secteur public sont des mandats, ces derniers temps, des mandats d'accompagnement pour la migration. Là. Effectivement. Donc, on a quand même plusieurs ressources de placer là, dans les différents secteurs publics pour accompagner nos clients dans cette migration-là. Excellent.
Sébastien Gagnon. Sébastien qui est à peu près le même âge que moi, beaucoup plus jeune. Vas-y, Sébastien, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, il a menti, vous avez compris. Hein? J'étais un peu plus jeune. Mais ça fait quand même 15 ans que je suis chez ITI et ça fait plaisir de vous voir sur l'appel aujourd'hui. Je suis directeur de compte au secteur public. Mon rôle à moi, dans cet appel, après cet appel pour vous, où vous avez des questions, et de vous accompagner dans le processus. Vous allez voir plusieurs sujets aujourd'hui. Ce qui est hyper important, c'est d'être capable d'acquérir ces solutions-là, d'acquérir cette expertise-là. Donc, mon rôle à moi, c'est de vous aider contractuellement parlant, administrativement parlant, d'orchestrer le tout pour que ça puisse arriver. La fameuse expression anglaise, désolé, mais le make it happen, en fait, c'est un peu mon rôle de vous aider là-dedans. Donc, ça fait plaisir de vous avoir sur la ligne aujourd'hui. Et en fait, même si je me permets, Sébastien, ça fait 15 ans donc, il est chez ETI, ça doit faire à peu près 15 ans qu'il patauge dans toute la notion des véhicules d'achat gouvernementaux avec l'évolution de ces véhicules-là. Donc, une ressource très importante pour nous, ETI, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut aussi accompagner les clients qui, parfois, ça devient un peu étourdissant, là, les véhicules, c'est quoi les limitations, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Là. Donc, merci, Sébastien. Excellent. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Un petit aperçu de notre agenda. Donc, état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte? J'espère que ça ne sera pas une surprise pour personne d'entre vous à savoir que la fin de vie de Windows 10, c'est au mois d'octobre. C'est demain matin. Là. Ça arrive vite. Donc, le but, c'est de comprendre un peu pourquoi tout ça se produit. Qu'est-ce que ça implique comme défi? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on vit de notre côté? Qu'est-ce qu'on voit de notre côté qui fait en sorte que certains clients sont encore aujourd'hui pris un peu avec cette problématique-là? Et c'est bien entendu une opportunité, là, de notre point de vue, c'est une opportunité pour peut-être moderniser. Là. Vous allez nous entendre parler de moderniser. Là. Ce qui arrive, c'est que souvent dans ces situations-là, ben, plus on retarde les mises à jour, ben, ça crée un endettement technologique. Et souvent, ben, Windows, le système d'exploitation, c'est une composante de Microsoft, mais il y en a d'autres composantes de Microsoft qui vont arriver en fin de vie. Puis, dans le contexte de la gestion de l'expérience employée, ben, on a besoin d'outils pour gérer cette expérience-là. Des outils, il y en a différents, dont System Center, SCCM de Microsoft, qui lui aussi va être en fin de vie. Donc, plus on retarde, plus ça devient difficile, plus ça va être ardu, plus c'est risqué. Donc, c'est un peu pour ça qu'on dit que c'est une opportunité peut-être là, pour moderniser vos environnements. Par la suite, je vais céder la parole à mon collègue Bruno, qui va rentrer un peu plus dans les détails. Par où commencer, quelles sont les différentes options, quelles sont les recommandations d'ITI. Et à la fin, on va terminer rapidement avec, entre autres, Sylvie et Sébastien pour vous décrire très, très, très brièvement l'offre de ITI. Qu'est-ce qu'on peut faire ITI pour vous accompagner là-dedans. Et par la suite, comme je l'ai dit au début, ça va être la période de questions. Donc, si vous avez des questions, on va tenter d'y répondre au mieux de notre connaissance. S'il y a des questions parfois qui restent sans réponse, on va vous revenir clairement. Mais on devrait être capable quand même là, de répondre à une bonne majorité là, des questions que vous pourriez avoir. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? 14 octobre 2025. Si vous n'avez pas la date, je viens de vous la donner. C'est la date de fin la date de fin de vie de Windows 10. Pourquoi une fin de vie pour un système d'exploitation? Bien, déjà en partant, Windows 10 a été lancé en 2015, donc ça fait 10 ans. Après 10 ans que le système d'exploitation ne soit peut-être plus capable d'adresser toute l'évolution qu'on a vécue dans les dernières années sur, entre autres, le télétravail, ce qu'on a vécu pendant la pandémie, les gens qui pouvaient peut-être pas venir dans vos bureaux pour venir chercher leur appareil, nouvel employé qui débute, je peux pas venir au bureau à cause de COVID, vous allez me livrer à la maison. Ça a l'air de quoi la sécurité à la maison? On ne le sait pas. Donc, tous ces enjeux-là font en sorte que Windows 10, c'était fini. Il fallait passer à autre chose. Windows 11 a été conçu pour s'adapter justement à cette nouvelle réalité-là. Et je vous annonce que Windows 11, dans le fond, est sorti en 2021 et ça ne sera peut-être pas une surprise pour vous, mais Windows 12 n'est pas très loin. Les rumeurs sont à l'effet qu'on devrait voir Windows 12 en 2025, peut-être 2026, qui vient donc très rapidement. Donc, plus on retarde, plus ça va être compliqué. Donc, c'est quand même un élément important à considérer. Risque de sécurité autour de Windows 10. Bon, dans le fond, je l'ai couvert pas mal. Je ne vais pas nécessairement descendre les points par point. C'est plus un reminder pour moi. Là. On va voir sur la diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qui va arriver le 15 octobre à minuit?
je me suis amusé avec ChatGPT. Je n'ai pas été impressionné par l'image. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sexy, là. Mais à la blague, la Terre ne va pas arrêter de tourner, là. Les ordinateurs ne vont pas se transformer en citrouille. L'ordinateur ne va pas cesser de fonctionner. Mais vraiment, c'est la fin des mises à jour de sécurité. Donc, un système d'exploitation qui ne sera plus updaté pour les patchs de sécurité, ben, ça devient, ce faisant, une faille considérable dans l'environnement du client. Il y a des entreprises qui peuvent potentiellement peut-être continuer d'opérer avec Windows 10, ben, peut-être qu'ils vont s'exposer à comment je dirais bien ça? On parle de la réglementation. Donc, il y a certaines institutions où est-ce que c'est requis de rencontrer certains minimums au niveau de la sécurité. Sinon, ben, il peut y avoir des amendes, il peut y avoir des réprimandes. Donc, c'est hyper important. Plusieurs éditeurs majeurs mettront fin au support de leurs applications à la fin octobre. On pense à Autodesk qui l'a annoncé. Certaines applications de Adobe également qui seront plus supportées sur Windows 10. Donc, non seulement sur Windows 10, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, mais en plus, immanquablement, ben, l'expérience de l'utilisateur à utiliser ces différentes applications va se dégrader à travers le temps. Et comme je le disais, donc, on a Windows 12 qui n'est pas très loin, qui devrait sortir incessamment, qui va peut-être avoir d'autres fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Des statistiques qui frappent l'imaginaire. Je reviens sur la sécurité parce que, dans le fond, comme l'adage le dit en sécurité, ce n'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Et dernièrement, certains de nos collègues ont fait une présentation sur, entre autres, la cyber-résilience, en fait, la résilience d'affaires. Comment on fait pour récupérer, comment on fait pour se protéger, comment on fait pour continuer d'opérer et d'être fonctionnel dans la mesure où la sécurité, c'est un enjeu pour tout le monde. Donc, si c'est une question de quand, comment je fais pour me préparer? Il y a plusieurs choses que je dois mettre en place, plusieurs outils. Je dois avoir ma gouvernance, mes politiques de sécurité. Je dois faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail que je dois mettre en place pour m'assurer que mon environnement est sécuritaire. Mais à la base, puis là, je fais juste dérouler là, quelques diapositives, dans le fond, là, quelques sujets là, que vous connaissez peut-être, d'enjeux de sécurité, là, des compagnies qui ont dû fermer pendant une certaine période de temps pour récupérer, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu en efficacité. Donc, si à la base, j'ai des bonnes politiques, je me suis préparé comme il faut, j'ai fait mes devoirs, j'ai les bons outils de sécurité sur mes postes en périphérie, j'ai fait de l'éducation avec mes usagers, mais à la base, mes systèmes ne sont pas à jour. Bien, tout ça ne sert à rien. C'est comme si j'avais un fromage de gruyère, j'ai des trous partout dans mon environnement. Là. Donc, au minimum, il faut que mes systèmes soient à jour. C'est clair. Ce n'est pas juste une question d'ordinateur. Ça serait facile de dire Windows 10 est fini, on achète des nouveaux ordi avec Windows 11, puis on passe à l'étape suivante. De nos jours, donc, si on regarde, je dois mesurer la compatibilité, je dois revoir peut-être l'évolution des profils utilisateurs, je dois prendre en considération le principe de Bring Your Own Device. Il y a des employés de plus en plus qui disent, moi, je veux, exemple, soumettre mon compte de dépenses ou remplir ma feuille de temps à partir de ma tablette dans mon chalet. Donc, c'est une nouvelle réalité. Comment je compose avec ça? Est-ce que je le permets? Est-ce que je ne le permets pas? Le télétravail, etc., les outils. Et il y a une statistique que je trouve très intéressante parce que, ultimement, tout ça sert à s'assurer que l'employé est fonctionnel, est opérationnel. Il peut faire son travail de façon efficace, en sécurité pour lui, mais en sécurité pour l'organisation. Que je travaille de la maison, je travaille comme en ce moment, moi je suis dans un hôtel, je fais une présentation à partir d'un hôtel. Donc, est-ce que je suis à risque? Est-ce que quelqu'un pourrait profiter de mon appareil pour venir voler de l'information? On le sait, la sécurité, c'est quand même un élément hyper important. Là. Puis il y a une statistique que je trouve très intéressante, que saviez-vous qu'en seulement 3 heures, un nouvel employé prend 80% de sa décision de rester ou non dans une entreprise? C'est une statistique qui est réelle. On le sait, là, aujourd'hui, on est plus dans un environnement pour des employés que des employeurs, c'est-à-dire que les employés ont beaucoup de choix. Il y a beaucoup d'opportunités de travail pour plusieurs personnes dans différents domaines. Et si, en tant qu'employé, quand je débute mon travail, j'ai des enjeux. Je débute lundi, je suis un nouvel employé, je devrais avoir mon appareil à la maison et je devrais être capable de faire mon travail très rapidement. Si, parce que les systèmes en arrière qui soutiennent mon profil,
qui je suis comme individu ne sont pas optimales, ne sont pas automatisées, bien, ça se peut que je passe beaucoup de temps au téléphone avec le support pour m'accompagner parce que je ne suis pas capable d'ouvrir ma machine, parce que je ne suis pas capable d'aller chercher mes courriels, parce que je ne suis pas capable de partir ma session Teams, parce que. Ce faisant, ben, techniquement, dans 3 heures, si je ne suis pas content, ben, peut-être que je vais revoir mon choix et je vais peut-être aller travailler ailleurs. Donc, toute cette pression-là fait en sorte que c'est pas qu'une question de choisir le bon ordinateur. C'est vraiment de prendre tout ça en considération, comment je gère tout ça, comment je m'assure avant d'aller chercher un nouvel ordinateur, comment je m'assure que l'ensemble de mes employés sont bien supportés, sont bien encadrés, qu'on leur fournit l'outil qu'ils ont besoin et qu'ils sont efficaces dans le travail qu'ils exécutent. Petit exemple ici là, qui illustre bien ce que je veux dire. Désolé pour la portion anglophone, c'est une image que j'ai capturée d'une présentation d'un de nos partenaires. Ça vient de HP, en fait. Mais je trouvais l'image intéressante. On voit ici donc 2 profils d'employés complètement différents. Un gestionnaire et, dans le fond, un collaborateur externe. Et on voit, dans le fond, dans leur profil, qu'il y a une utilisation différente en termes de pourcentage. Donc, le pourcentage de télétravail peut être supérieur avec un individu ou un autre. Les outils qui sont privilégiés pour la communication varient d'un individu à l'autre. Les appareils utilisés varient d'un individu à l'autre. Donc, si je veux vraiment bien gérer tout ça, ben, c'est vraiment une opportunité de moderniser mes environnements, d'aller chercher des outils qui vont me permettre d'automatiser la gestion de tout ça, qui vont me permettre d'être plus efficace, qui vont me permettre également d'être plus rapide dans ce que je vais faire et dans comment je vais gérer. Monsieur Arfaoui, je vois que vous avez levé la main. Les questions, on préférait que ça soit à la fin. Donc, si vous voulez, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat si vous avez peur d'oublier votre question. Puis, on réserve vraiment une période de questions là, complètement à la fin. Là. Mais j'apprécie, s'il vous plaît, si vous avez d'autres questions, c'est un peu le but également là, de cette présentation-là, c'est d'échanger avec vous. Là. Donc, je termine avec ma diapositive sur c'est le temps de changer parce qu'effectivement, gérer ces employés-là, ces profils-là aujourd'hui, c'est rendu un peu plus complexe. Et si je le fais encore de façon très traditionnelle et très manuelle, c'est très long, c'est très lent, ça a un impact sur les employés, sur l'appréciation des employés, ça a un impact, ça a un poids également là, sur l'équipe de TI. Là. Ça devient lourd tout ça à supporter là, si ce n'est pas automatisé. Là. Donc, j'ai 18 minutes de fête, c'est quand même pas si mal, je crois. On est dans les temps. Bruno, je crois que c'est à ton tour et je serai ton assistant à diapositive. Donc, je te cède la parole. Merci, Patrick. Donc, on a différentes options qu'on peut avoir lorsqu'on passe justement d'un parc informatique de Windows 10 vers du Windows 11. Tu peux changer la diapo. Donc, par où que je dois commencer? Parce que en ce moment, les entreprises, là, c'est majeur, c'est un changement majeur, mais souvent, c'est difficile de savoir par où qu'on peut commencer. C'est un petit peu pour ça qu'on est là pour présenter aujourd'hui. La première chose qu'il faut faire au niveau de votre parc informatique, c'est faire l'analyse au sein de vos ordinateurs. Okay? Donc, une analyse de votre inventaire informatique. Patrick, tantôt, il parlait de revoir vos types d'usagers. C'est les personas. Quel type d'usager qu'on avait dans la diapositive qu'on avait un petit peu avant? On parlait d'utilisateurs qui seraient peut-être au bureau, peut-être que je vais avoir des utilisateurs à distance, peut-être que je vais avoir des utilisateurs qui vont être des collaborateurs. Donc, c'est important d'établir notre persona. Par la suite, c'est quoi les processus qui sont au sein de mon entreprise? Okay? Comment que je peux accélérer cette migration-là vers Windows 11? Par la suite, on va avoir tout ce qui s'agit de la solution. Vous comprendrez qu'il n'y a pas juste l'upgrade vers du Windows 11 qui existe. Ça peut être une solution de PC in the cloud ou un environnement VDI, un upgrade, un remplacement. Mais tout ça passe par une modernisation de vos environnements. Vous pouvez voir qu'il y a un point pour le SU, okay, le support étendu, qu'on va couvrir aussi dans les prochaines diapositives. Prochaine diapositive. À la prochaine. Oui. Tu lèveras la main, tu peux dire next, tu peux. Super. Je te laisse libre cours. Good. Bon. Vous allez voir, les prochaines diapositives sont séparées par grands points.
OK? Tantôt, on parlait de l'analyse. Donc, c'est le premier point à faire au sein de votre compagnie. C'est quoi le matériel que je dispose? OK? Est-ce que mes firmwares sont à jour pour que je puisse passer à une nouvelle version? Je vais-tu vouloir utiliser du chiffrement d'appareil? On le sait, les anciens postes qui étaient sur Windows 10 avaient possiblement une version de TPM qui n'est pas supportée avec du Windows 11. Qu'est-ce que je veux faire en termes de chiffrement avec du Windows 11 éventuellement? Windows 11, on a un impact au sein de la sécurité. Je pense juste à du 802.1x. Okay? J'ai beaucoup d'entreprises que je rencontre en ce moment qui utilisaient, par exemple, du MS-SHAP V2. Windows 11, ça l'amène une complexité avec le Credential Guard. C'est plus permis de faire de l'échange d'informations dont l'usager mot de passe. Fait que ça va venir bloquer des mécanismes comme ça. Application et navigateur, bien entendu. Je vais prendre le cas de Patrick tantôt qui nous mentionnait que toute la suite AutoCAD, ça ne sera plus supporté sur du Windows 10. C'est la même affaire avec plusieurs grands éditeurs. C'est du Adobe, que ça soit aussi avec du Antidote qu'on rencontre beaucoup. Ça, ces applications-là, éventuellement, là, il va y avoir un support qui va s'arrêter au niveau de Windows 10. Fait que c'est important de lister nos applications comme ça, puis de les lister aussi nos navigateurs. Parce qu'en ce moment, vous avez possiblement du Google Chrome, du Edge, vous avez possiblement peut-être du Firefox. Donc, c'est important de voir c'est quoi les navigateurs, c'est quoi les versions qui sont utilisées en entreprise. Prochaine diapo. Un petit peu. Pilotes et périphériques. Les pilotes et les périphériques, il va falloir vérifier que nos postes de travail sont à jour sur ce côté-là. Parce qu'on le sait, il y a certains pilotes qui ne seront pas compatibles de facto avec du Windows 11. Fait que c'est important, lorsqu'on fait notre inventaire, de tout lister ça. Prochaine diapositive. En termes d'usagers, ça va être super important de commencer à regarder, OK, mes types d'usagers. Je vais avoir possiblement des départements. C'est quoi ces départements-là? C'est quoi la criticité au niveau métier de ces départements-là? Okay? Parce que mon département X n'utilisera possiblement pas les mêmes choses que mon département Y. Possiblement que je vais avoir aussi des gens qui travaillent en mobilité, comme Patrick le mentionnait tout à l'heure. Tu sais, ils travaillent de où, ces gens-là? J'ai-tu des gens avec des bureaux satellites? J'ai-tu des gens qui travaillent dans d'autres pays? C'est important d'aller voir ça. Ça l'amène au point de l'identité, puis comment ces gens-là vont faire pour s'authentifier sur les différents postes de travail ou différents systèmes. Je ramène le point au niveau des applications et des profils utilisateurs. Les applications, encore là, on ramène ça parce qu'on veut voir c'est quoi que nos usagers vont utiliser. Puis dans la nouvelle solution que je vais vouloir proposer au sein de mon entreprise, c'est important que je vérifie, voir si les applications vont être compatibles, puis quel type d'utilisateurs vont devoir les utiliser. Conformité, on le sait là, avec la loi 25 et tout ça, qui est dans le décor là, depuis quelques années, mais puis la sécurité qui se renforce de plus en plus, je n'aurai pas le choix de m'assurer que c'est quoi les requis en termes de conformité, en termes de sécurité au sein de mon organisation. T'sais, on le sait au niveau du MCN, on a plusieurs requis de sécurité. Vous avez des enjeux, entre autres, qui découlent du MCN pour mettre en place la conformité au sein de vos entités. Finalement, je vais avoir tout ce qui s'agit de ce changement-là, comment je le communique à mon usager, parce que, vous le savez, c'est un changement quand même important. Si vous voulez avoir un taux d'adoption au sein de vos entreprises qui va être bien réalisé, il faut que je valide comment je vais véhiculer ce changement-là au sein de mon entreprise, puis quel type d'accompagnement, quel type de formation je vais permettre à mes usagers d'acquérir pour que ça se passe en douceur. Prochain point. Prochaine diapo. Oui. Automatisme présent. Okay? En ce moment, ça va être important de voir qu'est-ce que vous avez pour mettre en pratique et valider les prérequis au niveau de cette migration-là, vers du Windows 11 ou au niveau de d'autres systèmes. C'est important de faire une validation des prérequis.
Comment qu'en ce moment, je peux voir si mon poste va être compatible? Faut que je me connecte sur chacun des postes ou j'ai un logiciel d'inventaire qui va me dire j'ai tel prérequis que je vais aller analyser. Mise à jour de BIOS. Est-ce que mes BIOS sont tous à jour? Est-ce qu'ils sont compatibles dans des versions de Windows 11? Même chose au niveau des pilotes. Comment que ça se fait en ce moment au sein de mon entreprise? Est-ce que j'ai un mécanisme de nettoyage? Est-ce que mon espace disque, là, je vais-tu en avoir assez pour m'en aller vers du Windows 11? Parce qu'on le sait, Windows 11 va vous créer un dossier qui s'appelle windows.hold pour un retour en arrière en cas de pépin. Est-ce que j'ai tout ça mis en place, puis comment je fais pour le valider? Comment je fais pour auditer mes applications qui sont déjà présentes sur mes postes? C'est quoi le mécanisme que j'ai à l'interne? Je suis capable en même temps de monitorer mes postes parce qu'on le sait fort bien, je vais avoir des postes qui sont moins présents au sein de mon entreprise. Comment je fais pour voir que ces postes-là restent à jour? Donc, c'est tous ces points-là que je vais avoir besoin de voir au niveau mécanisme au sein de mon entreprise. Prochaine slide. Là, on rentre dans les options possibles. Okay? Bien entendu, on a les options classiques. Okay? Mise à jour Windows Update que l'utilisateur pourrait aller cliquer dessus, met à jour son poste de travail. Classique. Je vais avoir l'utilitaire de Microsoft pour l'assistant de mise à jour Windows 11. Vous allez me dire, c'est plus des outils que je vais utiliser à la maison. Ça reste que ça se voit pareil encore. Si je vais old school, je vais avoir un ISO sur une clé USB que je vais passer puis je vais connecter dans chacun de mes postes de travail. Vous allez me dire, ouais, mais Bruno, ça va être demandant pour mon entreprise. Effectivement. C'est là que je passe avec une solution qui est un peu plus automatisée. Donc, quand on parle de solutions automatisées, je vais parler avec du Intune, je vais parler avec du SCCM. Au niveau de SCCM, on l'a dit, éventuellement, Microsoft tend beaucoup à le retirer au profit de Microsoft Intune. Si vous fonctionnez encore au niveau du WSUS, okay, il va avoir quand même un impact. Parce que Microsoft a mentionné dernièrement que, depuis la dernière année, que le soutien de cette plateforme-là ne sera plus effectif à compter de 2035. Donc, le dernier environnement Windows Server qui a la fonctionnalité est Windows Server 2025. C'est important de commencer à y penser parce que dans le futur, on va pouvoir passer à la prochaine slide, Patrick. Dans le futur, Microsoft recommande qu'il faut moderniser toutes ces solutions-là. Puis, ceux-là qui sont préconisés par Microsoft, on parle du Intune avec le Windows Update for Business, on parle de ToPatch, et si c'est une VM qui est transposée au niveau d'Azure, on va parler d'Azure Update Manager. Okay? Donc, ça, c'est toutes des options modernes que Microsoft recommande en ce moment. Si j'utilise ça, ben, je peux dire que j'ai déjà un pas d'avance. Pour aller sur la prochaine slide, on a notre option B. Okay? Certaines entreprises décident en ce moment d'aller vers des environnements VDI. Okay? On parle là du Windows 365, du Azure Virtual Desktop ou Microsoft Virtual Desktop maintenant. Donc, on a quand même une flexibilité, une rapidité de déploiement, ce qui est intéressant pour les entreprises parce que vous avez possiblement des fois un manque de ressources. Okay? Fait que les environnements VDI sont intéressants de ce côté-là, puis vous donnent la possibilité de réduire souvent des coûts d'opération dans vos entreprises. Quand on parle de tout ça, on parle aussi de la sécurité. Comment je vais faire pour isoler ces environnements-là afin qu'ils soient sécuritaires, robustes, puis que si j'ai quelqu'un qui se connecte là-dessus, ben, il n'y aura pas d'exfiltration de données. Puis bien entendu, depuis la pandémie, on voit que, tu sais, Patrick l'a dit, je dois avoir des utilisateurs qui se connectent d'un peu partout, de la maison, puis tout ça. Je dois avoir un système qui est mobile, puis qui va assurer ma continuité d'affaires. Et finalement, je veux m'assurer que la solution que je vais prendre, ben, la gestion va être facile, puis l'évolutivité, ça va être possible facilement pour cette plateforme-là. Que ça soit du Windows 11 avec un upgrade classique ou que ça soit via un environnement VDI. On peut passer à la prochaine.
Si tu me permets, pour Oui, vas-y, Patrick. l'environnement VDI, certains d'entre vous avaient peut-être des solutions VDI avec Citrix. Maintenant, ça aussi, c'est appelé à évoluer. Peut-être que vous avez des enjeux à maintenir ces environnements-là. Ça prend de l'expertise. Les prix de Citrix, c'est pas donné. Donc, est-ce que vous êtes à l'étape de revoir justement cet environnement-là, ces profils-là, peut-être regarder la possibilité de les migrer vers les solutions de Microsoft? Ça fait également partie de l'équation, là, bien entendu. Exactement. Merci pour le point, Patrick. La dernière option qui devrait être utilisée en cas de dernier recours. Okay? Pourquoi je dis dernier recours? Okay? Parce qu'on s'entend, c'est comme un plaster sur un bobo. Okay? C'est un fixe temporaire. Pourquoi que je dis dernier recours? Je vais vous donner un cas de figure. Votre entreprise, vous le savez que vous allez changer votre système majeur d'entreprise dans 3 mois, dans 6 mois, puis vous êtes bloqué à cause de ça sur du Windows 10. C'est là qu'un cas de figure de support étendu pourrait être envisageable. Si c'est une question, ben, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les ressources, tout ça, l'option support étendu, malheureusement, je ne la préconiserais pas. Okay? Donc, pour rentrer dans le cœur de qu'est-ce que c'est le support étendu, ça va vous donner accès aux mises à jour de sécurité Windows, okay, Microsoft, à partir de 85 $ par appareil pour la première année. Okay? La deuxième année, le prix double, puis on est rendu à 170. La troisième année, ça augmente encore, puis on tombe à 340. Cas de figure, vous décidez de ne pas prendre la mise à jour la première année. La deuxième année, Microsoft va arriver et va vous dire tu dois payer la première année et la deuxième année. Toutefois, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande chez ITI, okay? Parce que là, vous n'obtiendrez pas vos mises à jour de sécurité pendant la première année, puis vous mettez à risque votre entreprise. Et juste pour préciser ce point-là, Oui. il est hyper important. L'option du support étendu, si on décide de la prendre plus tard, ce qui n'est vraiment pas recommandé, parce que donc ça voudrait dire que pendant presque un an, vous êtes exposé, vous n'avez aucune mise à jour de sécurité. Exact. Mais mettons que c'est ça que vous faites là. Bien, effectivement, Microsoft va charger 170, même si dans le fond, dans la première année, vous ne l'avez pas utilisé. Donc, c'est quand même assez coûteux. Et personnellement, Bruno, si tu me permets, Oui. quand on dit que c'est un plaster, on fait que acheter du temps. Là. Parce que c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir passer à cette étape-là. Et tout ce qui a été décrit précédemment par Bruno, bien, plus on attend, plus c'est long, plus c'est lourd. C'est une option, mais on s'entend, c'est un plaster. Puis je pense que même que dans certains établissements, c'est peut-être quelque chose qui a déjà été mis en place par le ministère. Je n'ai pas le détail de ça. Là. Je pourrais pas vous garantir. Si vous voulez qu'on vérifie pour vous, on pourrait le faire. Là. Mais on s'entend, là, c'est vraiment une option temporaire. Oui, Bruno, continue. Yes. C'est temporaire parce que aussi, on l'a dit en début de présentation, le Windows 12 arrive aussi. Là. Fait que, si vous allez vers là, le saut vers du Windows 12 va être encore plus grand plus tard. Côté admissibilité, c'est important de comprendre que votre parc informatique va devoir être minimum au niveau de Windows 10, version 22 H2, sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez devoir mettre à jour vers cette version-là, puis après ça, les postes de travail vont pouvoir bénéficier du support étendu. On s'entend, ce n'est pas parce que vous achetez le support étendu que vous allez avoir un support additionnel chez Microsoft. Okay? Il n'y a pas de support technique inclus avec ce package-là. Dans le cas de figure que vous avez une application métier, comme je disais, vous devez la maintenir encore sur du Windows 10, bien, vous devez quand même être au courant que la migration vers des environnements cloud, exemple du Windows 365, du Azure Virtual Desktop, ça offre un support étendu gratuitement jusqu'à 3 ans. Encore là, comme je vous dis, c'est des cas ultra précis. Ce n'est pas l'option à privilégier. Prochaine slide, Patrick. Donc, chez ITI, nous autres, ce qu'on recommande, c'est vraiment, on tape beaucoup sur ce mot-là, là, modernisation de votre environnement. Okay?
Puis là, on n'est pas fermé du tout à dire oui, il faut absolument que ça soit une mise à jour vers Windows 11. Non, ça peut être un mix de différentes solutions. Okay? Donc, je pourrais avoir une mise à jour Windows 11, un environnement VDI, ou encore là, un mix de toutes les solutions que je vous ai parlé depuis le début. Okay? Parce que c'est pas vrai qu'il existe un one size fit all. Donc, c'est pour ça, si jamais vous n'êtes pas à l'aise de ce côté-là, ben, soyez assurés que chez UTI, là, vous pouvez toujours appeler votre directeur de compte pour vérifier. Écoute, on a eu la présentation. Là, je ne suis pas certain qu'est-ce qui se prêterait le mieux à mon entreprise. Ben, vos directeurs de compte sont toujours là pour vous guider. Puis après ça, ben, ils vont faire appel avec un architecte comme moi. Puis on va pouvoir regarder c'est quoi qui se prêterait mieux à votre entreprise. Et pour votre information, Bruno n'est pas le seul. Bruno fait partie d'une équipe de plusieurs ressources. On a une armée de gens là, dans l'équipe dont Bruno fait partie. Et je rajouterais également dans le principe de modernisation de votre environnement, ça implique aussi, bien entendu, la modernisation des outils de gestion. Parce que si on utilise des vieux outils de gestion qui vont peut-être arriver en fin de vie, bien, le processus est plus long, plus laborieux. Il requiert peut-être des workarounds dans certains cas parce que ça ne complète pas le travail au complet. Donc, moderniser. On le sait que il y a des directives gouvernementales qu'on doit respecter. Vous devrez suivre certaines directives qui vous sont imposées à certains égards. Mais n'empêche, puis contactez-nous. On regardera avec vous quelles sont les différentes options, comment on peut faire ça. On a eu des présentations, on a eu une discussion dernièrement, moi et Bruno, justement, avec un client qui, mis à part le phénomène de la fin de vie de Windows 10, qu'ils ont des tablettes Android qu'ils doivent supporter et les outils qu'ils avaient en place ne permettaient pas de supporter ces appareils-là. Donc, ça créait une lourdeur au niveau des équipes. On a fait un workshop avec eux, on a regardé les différentes options qui s'offraient à eux pour les aider à continuer de progresser parce qu'à la fin, cette tablette-là, ce n'est pas un utilisateur, mais c'est tout comme. C'est un outil qui est utilisé par différents individus. Je dois le sécuriser, je dois le maintenir, je dois m'en occuper. Et si je ne suis pas capable de le prendre en charge dans mon environnement, donc ça implique que je dois me déplacer physiquement, aller appareil par appareil pour le mettre à jour, ce qui, bien entendu, n'est pas efficace. Là. Merci Bruno. As-tu autre chose à rajouter? Non, c'est tout de mon côté, Patrick. Excellent. Merci beaucoup. Comment pouvons-nous vous aider? Ça, ici, ça se trouve être un peu une représentation graphique de l'offre de ITI. Puis, dans le fond, ce que vous voyez au centre de la présentation, c'est l'utilisateur. Et pour vous et pour chacun de nos clients, dans le fond, quand on gère l'utilisateur, quand on veut gérer l'expérience de l'utilisateur, vous vous situez peut-être à différents moments dans votre cycle. Dans votre cycle de vie, vous êtes peut-être à l'étape de la planification, à l'étape de l'acquisition, vous avez besoin d'aide pour configurer, pour bien gérer l'environnement, vous avez besoin d'accompagnement pour le déploiement, vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin peut-être de recycler les vieux appareils selon vos normes gouvernementales, vous devez respecter certaines règles. Donc, l'offre de ITI se situe à chacune de ces étapes. On peut vous aider pour l'ensemble de l'œuvre, mais on peut vous aider si vous avez seulement besoin au niveau du déploiement, entre autres, puis je vais céder la parole par la suite à Sylvie, entre autres, et à Sébastien. Sylvie, donc, qui fait partie de l'équipe de placement de ressources. Au niveau du déploiement, vous avez besoin de bras. En bon québécois, vous avez besoin de ressources additionnelles parce que vous manquez de personnel pour faire le travail, bien, c'est clair qu'on peut vous aider à cet effet-là. Donc, c'est une petite représentation là, très simple, graphique là, de l'ensemble de l'offre de ITI. Et je vais maintenant céder la parole à mon collègue et ami Sébastien Gagnon. Oui, rebonjour. Tu fais quoi chez nous déjà? Toi, je ne me souviens pas. Qu'est-ce que tu fais? Directeur de compte. Secteur public. C'est bon. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, puis vous allez voir cette slide-là ici, je représente directement ce en quoi moi et Sylvie, on peut vous aider. C'est au niveau de l'acquisition d'aide, les services professionnels de toute forme. D'entrée de jeu, je tiens à vous mentionner que tout ce qu'on vous a mentionné dans cet appel-là, toute l'expertise que Bruno vous a partagée, que Patrick vous a partagée, effectivement, on a plusieurs ressources qui sont prêtes à vous aider pour ces projets-là. Ces ressources-là sont disponibles au travers de certains véhicules. C'est important de comprendre de votre côté que vous avez la capacité d'acquérir contractuellement ces ressources-là au travers d'ITI. Il y a différents véhicules comme la CAG. La CAG, oui, vous pouvez acheter
du matériel, bien sûr. Il y a un volet service professionnel aussi qui est lié à ça, service d'accompagnement d'implantation. Le MCN aussi, tout ce qui est info nuagique, on a parlé des outils modernes à la Intune Autopilot, ben, c'est transigeable au travers du MCN au niveau des services professionnels, gré à gré selon des termes et des conditions qui sont propres potentiellement à chacun de vous. Il y a des petites différences. On les maîtrise. Nous, ITI, on est capable de vous aider, d'inclure les gens des approvisionnements, du contractuel dans vos organisations qu'on connaît probablement déjà. Donc, le volet contractuel, on veut vous aider à sortir ça un peu de votre responsabilité, puis s'en occuper avec les bonnes personnes dans votre organisation pour, en fait, vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est vous qui connaissez comment on peut vous aider, quelle partie vous souhaitez qu'on prenne. Laissez-nous vous aider à acquérir cette partie-là. Donc, je vous confirme, plusieurs véhicules sont là, plusieurs moyens sont là pour acquérir ce service-là. Je passe la parole à Sylvie pour oui, Pat. Oui. Juste un petit commentaire sur le volet gré à gré. On n'est pas en train de vous suggérer de faire de gré à gré. On comprend très, très bien les règles gouvernementales. Ce qu'on dit, c'est que dans certaines situations, je reviens sur mon exemple de tablette Android. Le client a clairement besoin d'aide. C'est un petit workshop qu'on va faire pour le client et on a été en mesure de rentrer à même les règles de gré à gré parce que dans le fond, le processus d'appel d'offres, il n'y avait pas nécessairement de véhicule. C'était très précis, c'était très petit comme engagement. C'est pas un gros workshop, c'est pas très dispendieux, c'est pas beaucoup de temps, c'est une demi-journée avec une de nos ressources. Donc, on comprend les règles dans ce sens-là pour justement essayer de vous guider et de vous accompagner là, selon vos besoins. Merci Sébastien. Sylvie? Oui, merci Patrick. Donc, comme le mentionnait Sébastien plus tôt, donc on a nos véhicules d'acquisition. De mon côté, avec notre équipe en placement de ressources, on sait que quand on parle d'un projet de cette envergure-là, bien, on parle aussi de planification, puis vos opérations journalières, bien, ils ne doivent pas non plus être interrompues par ce projet de migration-là. Donc, c'est là que nous, on vient en aide pour vous accompagner dans votre projet, soit pour des ressources là, en mode contractuel, donc avec une période déterminée pour venir se joindre à votre équipe là, qui est déjà en place. Donc, si vous avez des ressources que vous voulez déplacer plus en mode projet, puis vous avez besoin de poursuivre votre mode opérationnel, puis vous auriez besoin d'accompagnement de ce côté-là, donc on est là. Au niveau de nos spécialistes, ben, on en a là, que ce soit justement des spécialistes en packaging, avec CCM, avec Intune. Gestion de projet, c'est pas à minimiser non plus. C'est quand même considérable de faire ce type de projet-là. Donc, avoir un gestionnaire de projet qui est assigné à votre projet, qui est capable de définir les échéanciers puis les ressources nécessaires, que ce soit matérielles, financières ou humaines. Donc, ça fait partie de notre équipe aussi. Tout le volet support. Donc, on sait que quand on fait ce type de projet-là, parfois, ça génère beaucoup d'appels à votre centre de support aux utilisateurs. Donc, on peut joindre des ressources qui sont là et qui peuvent supporter vos utilisateurs post-déploiement. Donc, au niveau de vos statistiques aussi, au niveau du centre d'appel, si vous voulez avoir une équipe qui va répondre qu'à des appels post-déploiement, bien, ça ne viendra pas jouer dans vos statistiques de vos appels en mode opérationnel. Donc, on a des gens aussi qui peuvent vous aider. Donc, on est là pour comprendre votre besoin, puis vous supporter dans l'ajout de ressources là, de façon temporaire, même permanente, qui est un autre volet dans notre équipe pour pouvoir vous supporter. Donc, présentement, on a plus de 180 ressources qui sont réparties dans les différents ministères, éducation également et réseau de la santé à travers le Québec. Plusieurs d'entre eux participent présentement à des projets là, du côté de migration, que ce soit au niveau du packaging, comme je vous le disais, faire la gestion du changement, les plans de communication avec vous, s'assurer que chacune des équipes comprend bien l'envergure du projet, comment ça va se passer et répondre aux questions là, parfois ou les réticences au changement. On sait qu'il y en a aussi quand on change nos outils de travail. Donc, dans ce sens-là, on est là pour vous aider. On a parlé tantôt là, de nos spécialistes aussi à l'intérieur de ITI. Donc, on peut aussi joindre ces gens-là là, pour faire une équipe là, renforcée pour pouvoir bien encadrer le projet, que ça se fasse avec un minimum d'impact pour vos utilisateurs.
Excellent, Sylvie. Merci beaucoup. Peut-être ajouter un petit point là-dessus, juste au niveau des blocs de temps forfaitaires, plusieurs façons de vous aider, soit par temps fait, temps payé, soit par une analyse de votre besoin. On fait un énoncé des travaux clairs qui inclut toutes les étapes. Donc, on y va en mode forfait. Donc, retenez que l'agilité qu'ITI vous propose là, vous permet d'atteindre tous vos projets. C'est un peu ça que la slide ici veut dire. Et puis, la dernière colonne, en termes de compétences, ben, ça résume un peu tout ce qu'on a mentionné, là, que ce soit au niveau de l'analyse du cycle de vie qu'on a vu dans la diapo précédente, des recommandations, répondre à vos questions, planifier la transition, la documentation, la gouvernance de ça, là, la rédaction de documentation, la gestion du changement, le déploiement physique de matériel, tout ce qui est dans le cloud et sur l'autopilot, tout ça, le support technique, et retenez le transfert de connaissances dans tout ça. On veut vous accompagner de bout en bout et que vous soyez autonome là, par la suite. C'est vraiment notre approche IT. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci à mes collègues. Vraiment très apprécié. On va maintenant passer en mode questions. On va donc ouvrir les micros. Stéphanie, je ne sais pas si tu peux nous aider à cet effet-là. Stéphanie? Oui. Excellent. Est-ce que les micros sont ouverts? Je vois des mutes un peu partout. Ça devrait fonctionner. Est-ce qu'on a des questions? Christian Houd. Vas-y, Christian. Bonjour, moi je travaille au ministère de l'Environnement. J'ai plusieurs questions, mais je vais y aller une à la fois pour laisser la chance aux autres. Dans le fond, dans une approche VDI, surtout dans le contexte du gouvernement, il faut quand même fournir des postes de travail aux employés. Puis, avez-vous une recommandation du système d'exploitation à mettre sur le poste de travail là, qui normalement reste vanille? Je vais prendre la balle un petit peu. Dans le fond, Christian, je dirais qu'il y aurait deux cas de figure ici. Okay? Soit qu'il y a des systèmes d'exploitation, on voit beaucoup des Chromebooks qui apparaissent sur le marché justement pour ce côté-là. Okay? Pas cher, tu peux remplacer le poste comme tu veux. Mais au niveau OS, en tant que tel, il n'y a pas vraiment de choses en autant que l'OS soit le plus à jour possible. Okay? Idéalement, je te dirais peut-être Windows 11 parce que tu veux être en mesure de probablement gérer une partie de cet appareil-là pareil, parce que ça reste dans ta flotte informatique. J'irais plus vers un poste de travail, possiblement Windows 11, macOS aussi qui pourrait être utilisé, parce que les deux, vous comprendrez, je suis capable de les gérer via des plateformes modernes qui pourraient automatiser, par exemple, le déploiement du Workspace, exemple Citrix sur un poste de travail ou encore maintenant, je sais que VMware a changé leur nom. J'oublie le nouveau nom à chaque fois. Mais ça pourrait même être aussi iGel au niveau des Team Client. Donc, plusieurs solutions se prêtent ici. Est-ce que j'ai répondu comme il faut, Christian, à votre question? Oui, très bien, merci. Super. Tu avais d'autres questions, tu disais, vas-y. C'est bon. Je vais y aller jusqu'à temps qu'il y ait d'autres mains, c'est bon. C'est bon. Tantôt, justement, dans l'approche VDI, j'ai beaucoup de questions là-dessus parce que notre ministère regarde sérieusement cette option-là. Dans le fond, il y avait justement un critère qui disait que les coûts sont moins élevés, mais dans le fond, dans la présentation, mais j'imagine que les coûts sont moins élevés pour la mise à jour de Windows 11 qui se fait plus rapidement parce que les coûts récurrents mensuels sont quand même plus élevés qu'un poste physique. Oui. Bien, quand on parle d'environnement, exemple virtuel, je vais prendre l'exemple de Microsoft Virtual Desktop. Maintenant, Azure, vous comprendrez que les termes changent chez Microsoft régulièrement. L'avantage, quand on regarde au niveau des licences qu'on a déjà, je vais prendre l'exemple d'un client qui est sur Microsoft 365 3. On a ce qu'on appelle du bénéfice qui arrive de notre licence comme ça, puis que je peux utiliser au niveau de mes machines virtuelles. Fait au niveau de Microsoft Virtual Desktop, ben, je ne paye pas ma licence Microsoft. C'est là que j'ai des gains à avoir. Okay? Fait que mes coûts, si je prends l'Azure Calculator,
bien, l'Azure Calculator, il faut quand même que j'aille y mentionner que je vais avoir un bénéfice parce que j'ai une licence Microsoft 365 E3. Fait que, tu sais, c'est les économies de ce style-là que je veux mentionner. Okay? C'est certain que le coût de déploiement, il ne faut pas se faire des cachettes. Okay? Un coût de déploiement de base, il y a quand même un bon coût de déploiement, sauf qu'à terme, il faut vous pensiez aussi que cet environnement-là, il faut qu'il soit rapide à déployer. Là. Je ne veux pas être demain être obligé de me prendre 10 ans à déployer un VDI. C'est pas vrai. Il faut que ça soit rapide. Si je pense à du Windows 365 ou encore du Microsoft Virtual Desktop, ben, c'est un pool de ressources souvent qu'on va mettre à disposition. Puis si j'ai besoin d'une VM supplémentaire, ben, dans configuration, je l'ai pensé au préalable, ce qui se fait rapidement. La VM devient disponible dans le temps de quelques minutes. Pouf, j'ai des usagers qui peuvent se connecter. Puis les charges de travail, c'est en termes de scale-in, scale-out. Fait que, tu sais, j'ai besoin de plus, pas grave. Je fais juste dire comme quoi qu'aussitôt que mes VM arrivent à, je donne un exemple, 80% d'utilisation, je vais utiliser un terme anglais, spin-moi une nouvelle VM. Fait que, tu sais, c'est tout ce côté-là de rapidité de déploiement qui est intéressant. Et à titre d'information, Christian, puis le message est pour tout le monde, on a notre événement, le City, qui arrive à grands pas au Palais des Congrès. Les gens de IGEL, Omnisa, anciennement Horizon de VMware, Citrix et Microsoft seront présents et vont probablement même avoir donner des conférences. Là, si vous voulez venir les rencontrer, parce qu'effectivement, comme Bruno dit, c'est pas un one size fits all. Là. Ça dépend tout le temps de l'utilisateur, c'est quoi le cas d'usage, c'est quoi les applications, etc., etc. Mais vous pouvez profiter de l'événement, effectivement, là, pour venir discuter avec nos gens, avec les gens de ETI ou même les gens même des manufacturiers. Là. Autre question, Christian? Oui, dans les options. Ben, c'est Je pourrais parfait. vous tenir ici jusqu'à 10h30, mais ça va être ma dernière. Ça va être ma dernière. Okay. Dans le fond, ma dernière question, dans les options, je me demandais si ça n'aurait pas été une option de sortir complètement les produits Microsoft. Est-ce que parfois vous le faites, c'est-à-dire aller plus vers des plateformes Linux ou tout ça, ou d'en profiter justement pour être moins dépendant de Microsoft? Bon, c'est peut-être pas un mauvais choix. Toutefois, quand on parle de solutions Linux, là, c'est toujours la gestion de ces environnements-là qui devient le cœur. Okay? Par exemple, SCCM ou encore Microsoft Intune, en ce moment, au niveau de Linux, pour la gestion, c'est plus difficile. Fait qu'il faut quand même le prendre en compte. Si vous allez vers une solution Linux, premièrement, les outils Microsoft, si on décidait de garder la suite Office, mais d'aller vers un OS Linux, il faut prendre déjà là, c'est pas supporté. Bon. Après ça, il y a aussi le côté utilisateur. Si je m'en vais sur du Linux, je pense que c'est un énorme changement au niveau utilisateur. Énorme. Okay? Fait que là, il faut calculer le pour et le contre. Parce que si à un moment donné, j'arrive et que je passe 2 ans à former mes utilisateurs sur du Linux, le retour sur investissement, pour moi, est difficile à atteindre. Okay? Fait que c'est pour ça que je dis, il y a une étude à faire. C'est pour ça que l'analyse de départ, c'est ça qui va vous donner votre recette finale. Si votre analyse n'est pas bien faite, malheureusement, vous allez arriver à un flop au final. Okay? Parce que là, il va falloir sonder vos différents départements. Je suis capable de faire marcher ça, exemple, sur du Linux, pour me sortir. Il y en a des gouvernements en passant en Europe qui ont décidé de le faire. Okay? Leur première avenue, c'était hey, je me sors de Microsoft. Malheureusement, ces gouvernements-là ont commencé à dire ouais, OK, j'ai des partenaires, puis mes partenaires, eux autres, sont encore sur Microsoft. Quand j'essaie d'éditer des documents, je suis pris. C'est des cas de figure de même. Il faut vraiment regarder votre cas de figure en ce moment, vos partenaires, qu'est-ce qu'ils utilisent, votre core business, où c'est que ça s'en va. Puis après ça, je peux me permettre de prendre une décision. Ça paraît peut-être un discours politicien, mais je ne peux pas vous dire que Linux est une bonne solution sans avoir regardé c'est quoi votre environnement, puis vous dire, il y a un piège là.
Il n'y a pas de baguette magique en TI. Hein, je veux dire, c'est comme l'intelligence artificielle. C'est pas ça qui va révolutionner tout. Là. Tout, ça requiert un travail, ça requiert de la gouvernance, ça requiert des études, un peu d'analyse, un peu de. Puis le point qui est à ne pas négliger, et Bruno l'a mentionné, au bout de tout ça, tu as un utilisateur, tu as un employé. Je reviens sur mes statistiques. J'ai un client avec qui j'ai échangé dernièrement qui me disait qu'il revenait d'un périple en France, qui est allé passer du temps chez un client, un gros client, je ne sais pas si c'est une banque ou un organisme public, là, mais un gros environnement qui roule encore du Lotus Note. Et le taux de satisfaction des employés était horrible. Là. C'était pénible. Les gens n'étaient pas contents, ça ne fonctionnait pas bien, ils ne s'y retrouvaient pas. C'est quand même à ne pas négliger. Là. Avec la bonne formation, peut-être que ça pourrait être fonctionnel, mais c'est quand même un élément qui est très important, effectivement. Merci, Christian. Merci. Ouais, mais un grand merci pour les réponses, puis un grand merci pour la présentation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'autres questions? D'autres questions? Christian, j'imagine que tu as volé le show. Tu as posé les questions que tout le monde avait en tête. On peut attendre encore peut-être un peu. Sinon, tout le monde est très occupé. On comprend ça. Fait qu'on peut vous redonner, du temps là, pour retourner travailler et supporter vos utilisateurs. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas par courriel ou à travers votre directeur de compte. Si vous ne savez pas c'est qui votre directeur de compte, juste à nous contacter, ça va me faire plaisir de vous guider. Et en même temps, tous ceux qui ont participé à la présentation vont recevoir une copie de la présentation et donc l'enregistrement de la présentation. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Bye. Merci.